Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager ma rencontre avec Lucie. Lucie est actuellement directrice déléguée à la communication d'Action contre la faim. Mais Lucie n'a pas eu un parcours comme les autres. Après avoir travaillé dans la publicité et créé sa propre agence, Lucie décide de tout quitter et part voyager pour trouver sa voie. Elle décide de rentrer en France en 2015 et s'engage auprès des réfugiés à Calais. S'enchaînent ensuite différentes missions auprès de diverses associations telles que Salam, Médecins du Monde et enfin Action contre la faim. Dans cet épisode, Lucie nous raconte comment son projet professionnel s'est construit en fonction de ses rencontres, de ses envies et de sa quête de sens. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lucie! Salut Sarah! Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de t'avoir dans Caféine. Alors Lucie, tu as un parcours assez extraordinaire et c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer des personnes comme toi. Après avoir passé plusieurs années dans la communication, tu as décidé de tout quitter pour trouver ta voie. Alors aujourd'hui, tu es directrice déléguée à la communication d'Action contre la faim. Alors avant de rentrer plus en détail sur ton parcours et ton quotidien chez Action contre la faim, la première question que j'avais envie de te poser, c'est de savoir d'où vient ton engagement. Est-ce que tu portes ton engagement en toi depuis longtemps ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? Alors c'est une question pas facile pour commencer, mais alors en fait ça n'a pas du tout été quelque chose d'inné. Je suis pas née en fait en étant quelqu'un de très engagé depuis enfant, depuis ado, etc. Pas du tout. En fait c'est venu petit à petit et c'est surtout en fait au fur et à mesure de mes expériences et notamment en fait en travaillant. En fait j'avais un parcours tout à fait classique. En fait j'ai commencé, en fait j'ai fait mes débuts dans une agence de com événementielle et après j'ai monté mon agence avec deux associés, donc voilà, entre la grande aventure start-up et tout, donc c'était super passionnant et pendant 4-5 ans on a énormément bossé, on a eu vraiment des super projets, on a fait de très belles campagnes. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été passionnée par les voyages. Et plus je partais en voyage et plus je découvrais le monde en mode toute seule, sac à dos, à aller voir les gens. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller au contact des gens. Plus j'étais exposée en fait à la pauvreté, à la misère, à la faim, en fait, à ce que vivent les gens dans d'autres pays du monde, plus le retour à Paris était difficile et j'avais pourtant vraiment une super vie, c'est-à-dire on m'avait dit tiens voilà le bonheur ça sera ça et j'avais exactement en fait toutes les composantes du bonheur, donc j'avais à peine 30 ans, directrice d'une agence de com qui marchait super bien, un appart de 40 mètres carrés au Batignolles, je gagnais très bien ma vie et pourtant j'étais pas heureuse. Ouais. Et donc là je me suis dit ok d'accord, donc là il y a un truc qui va pas, et en fait je sentais à l'intérieur de moi une espèce de contradiction assez forte parce que le corps c'est tout et le corps envoie des messages aussi très très forts, et je pense que je faisais tout pour pas écouter les messages que m'envoyait mon corps. Et donc tous les week-ends, je sortais énormément, je faisais tout pour anesthésier tout ça. Et à un moment donné, en fait, c'était latent. Et il y a eu en fait comme une explosion. Ça a été une réunion de clients de trop, où je sortais de chez Orange, à savoir si le logo, on allait le mettre là, ou le Pantone était la bonne couleur, etc. Et là, je me suis dit, en fait, je veux plus passer mes journées. J'ai vraiment eu ce rapport en fait à l'énergie, au temps et puis à mes compétences en tant que telles. En fait, je voulais plus faire ça, je voulais plus utiliser mes compétences, mon énergie et mon temps pour nourrir des logiques purement de consommation, parce que finalement j'avais beau travailler pour des marques très très cool, l'objectif, même si on travaille pour des marques très cool, c'est quand même de faire vendre et que les gens consomment et que les gens achètent. Et en fait, je me retrouvais plus du tout là-dedans. Mais c'était encore très flou, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout partie en me disant je vais travailler chez Action contre la faim ou dans une ONG. Je suis partie parce qu'en fait les signaux de mon corps en fait m'ont vraiment montré que j'étais plus alignée avec moi. Et donc là je suis partie et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et quand tu t'es dit les signaux de ton corps ne te ressemblaient pas, n'étaient plus alignés avec ce que tu devais faire, c'était quels signaux ? Et par exemple, j'étais tout le temps malade. Ouais. Je dormais mal.
Je mangeais énormément de trucs sucrés, de chocolat, etc. J'avais une consommation d'alcool qui était assez importante, de caféine aussi, du coup. Et en fait, tout ça, c'est des signaux que le corps, c'est que le corps envoie, et ça montre en fait une contradiction, selon moi, et ça montre qu'en fait, on ne se sent pas à sa place. On se sent pas à sa place tout simplement dans cette société, et c'était exactement le cas. Donc j'essayais en fait d'anesthésier tout ça, mais ça m'a complètement rattrapée. Oui, parce que tu avais un parcours quand même assez atypique pour ton âge. À 30 ans, tu avais créé ta boîte de com. Comme tu l'as dit, tu gagnais bien ta vie. Et du coup, c'est à cette réunion chez Orange donc, que tu as décidé que voilà, c'était pas fait pour toi. Et tu as décidé de partir, si c'est bien ça. C'est exactement ça. Alors la décision en fait ça a pris un peu de temps en fait pour mûrir. Et puis effectivement, j'avais quand même des engagements, donc je suis pas partie du jour au lendemain comme ça. Mais ça s'est fait assez rapidement en fait. Le switch dans ma tête s'est fait très vite, et je me suis dit que je voulais plus faire ça de mes journées. Donc je suis partie voyager. Pendant une durée indéterminée. Voilà, mon objectif c'était de partir sans avoir aucune contrainte, aucune contrainte de temps, aucune contrainte de rien. J'avais aucun plan. Je suis partie en Colombie rejoindre un pote. C'était mon premier, ça a été le seul et mon premier port d'attache. En fait, ce que je voulais faire, c'était apprendre à parler espagnol, parce que moi, mon objectif c'était de voyager, mais c'était surtout de connaître les gens, de connaître les gens qui habitent en Amérique du Sud. C'est donc un énorme continent que je connaissais très très peu, et en fait je voulais vivre avec eux, je voulais comprendre leur vie, leurs joies, leurs peines, leurs espoirs, leur désespoir, leurs peurs, et pour ça j'avais besoin de parler espagnol. Et comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu voulais tout quitter et partir toute seule voyager en Amérique du Sud ? Alors, ils étaient étonnés et pas étonnés, parce qu'en fait, ça faisait déjà quelques temps que je faisais des voyages sac à dos toute seule. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté où on quitte une vie très confortable pour justement ne pas savoir du tout ce qu'on va trouver. Et donc ça, je pense que ça a interpellé quand même pas mal de gens. Et le moment, en fait, l'acte fondateur qui a été très fort pour moi, c'est quand j'ai envoyé mon préavis pour mon appart. Parce que là, du coup, ça voulait dire que concrètement, j'avais plus d'appart, quoi. Et l'appart, avec tout ce que ça représente, hein, quoi. Un chez-soi, un toit, c'est un des besoins primaires de tout un chacun. Et donc là, j'ai eu des doutes, hein, ça s'est vraiment pas fait de façon facile, hein, c'est que vraiment, en fait, ces moments assez forts, ça s'est fait en fait vraiment parce que j'étais presque en burn-out, quoi. J'étais vraiment dans une vie qui me correspondait plus du tout. C'était vraiment nécessaire pour toi de partir. Ah ouais, c'était en fait presque ma propre survie. T'as mis combien de temps entre le moment où tu as pris la décision de partir et le jour où tu t'es retrouvée à l'aéroport avec ton sac à dos ? Alors, il s'est passé 1 an. Quand même. Ah oui, 1 an, ouais, d'accord. 1 an, le temps de négocier le départ, le temps que je me remplume un peu. Quand je dis me remplume, c'était surtout en termes d'énergie, parce que ça a été très éprouvant en fait. Parce que quand on essaye de se forcer à rentrer dans une case qui ne convient pas, en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande beaucoup d'énergie, à nous mentalement, et puis aussi au corps. On en revient toujours au corps, qui est vraiment pour moi mon baromètre, quoi, et ma boussole intérieure. Et du coup, j'étais complètement vidée, et heureusement que je suis pas partie tout de suite, parce que j'aurais pas eu en fait les ressources nécessaires pour bien débuter ma nouvelle aventure. Et du coup, tu es partie donc en Amérique du Sud. Comment s'est passé le début de ton voyage ? Génial, j'étais complètement, la renaissance, quoi. J'étais en fait là, j'avais vraiment le sentiment d'être là où je devais être. J'apprenais à parler espagnol avec les Colombiens, qui sont juste des gens extraordinaires et vraiment géniaux, où le pays en fait s'ouvrait aussi au tourisme, et c'était assez récent. Donc là, on est en 2014-2015, et hyper content de recevoir des touristes, et donc d'ouvrir en fait leur pays. Et grosse découverte, grosse claque, gros coup de cœur. Et je devais rester, je pensais rester 3 semaines, je suis restée 4 mois. Et tu étais dans une ville en particulier ? Tu restais dans la même ville ou tu bougeais à chaque fois ? Ouais, je bougeais, je changeais, je rencontrais plein de nouvelles personnes. Enfin, c'était la belle vie. Ouais, tu vivais dans les auberges de jeunesse, tu rencontrais du monde. Ouais, chez les gens. Tu prévoyais rien. Exactement, c'était exactement ça. L'objectif, en fait, c'était de surtout ne rien prévoir, et de faire vraiment en fait ce voyage en fonction des rencontres. Donc, quand on regarde d'ailleurs en fait le parcours que j'ai fait en 15 mois, du coup, je suis partie 15 mois ou 16 mois.
il est absolument pas logique du tout en fait. Il est complètement décousu. Il suit pas en fait tout un périple bien ordonné, voilà, du nord au sud ou du sud au nord, comme la plupart des gens qui voyagent et qui font un peu cette boucle-là, en suivant aussi les saisons, etc. Donc parce que moi je l'ai vraiment fait au gré des envies, des rencontres voilà, c'était de l'improvisation totale. Et ce qui a été du coup un tour d'Amérique du Sud très personnel et en même temps qui était vraiment basé sur la découverte de moi-même, sur la découverte des autres. Et donc je regrette aussi forcément d'avoir loupé quelques trucs, tu vois, genre la Patagonie, je suis arrivée trop tard, en fait il faisait déjà moins 30 degrés pour aller là-bas par exemple, donc j'ai pas pu descendre jusqu'au sud, il faudra que j'y retourne. Et à aucun moment, justement, quand tu étais en Amérique du Sud, tu t'es dit que tu avais fait une erreur, que tu voulais rentrer, que tu voulais reprendre ton boulot. Tu n'as jamais regretté? Ah non, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté et au contraire, ça m'a confortée. En fait, je me sentais tellement bien. Encore une fois, je me sentais tellement zen, tellement relax, que du coup, voilà, ça m'a confortée dans mon choix. Et ça te faisait pas peur justement pour l'avenir de dire ok, je pars là, j'ai 30 ans, je pars pendant un an, mais qu'est-ce que je vais faire en rentrant? Parce que je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent quand les gens veulent partir. Et Ouais. finalement, on ne sait pas forcément ce que va être la suite, quoi. Donc, Ouais. Ah bah, t'as tout à fait raison. Écoute, en fait, quand je voyageais, je pensais pas à cette question à proprement parler. Je pense que j'ai réussi justement, en fait, en étant complètement en rupture en fait avec mon quotidien d'avant, à lâcher prise. C'est le fameux lâcher prise ouais. dont on parle tout le temps et on se dit mais alors d'accord super mais comment il faut faire quoi pour... Et en fait je pense que le lâcher prise c'est savoir, enfin c'est très bateau ce que je veux dire, mais c'est savoir vivre le moment présent et être bien. En fait, être bien et encore une fois avoir ce sentiment d'être à sa place. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire confiance en la vie et aux rencontres que je faisais. Et là, je me suis dit que ça allait me mener sur un super chemin. Et ça n'a pas loupé, puisque c'est justement en fait en voyageant et donc sur une petite île au large à côté de Rio, au Brésil, Ouais. que j'ai rencontré une nana qui était là, qui voyageait aussi toute seule. Et je commence à parler avec elle, donc une Française, et elle me disait qu'elle revenait de Syrie et qu'elle venait de terminer une mission là-bas. Donc là, on est en 2015. Ouais. Et donc, elle m'explique ce qu'elle fait, qu'elle travaille dans une ONG, etc. Et alors là, ça a été justement un peu une révélation, quoi. Là, je me suis dit, mais c'est juste fantastique ce qu'elle fait. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Et avant de me dire, tiens, c'est ça que je veux faire, avant tout, j'avais déjà de l'admiration pour elle, en fait, et je voulais juste comprendre et comprendre comment elle en était arrivée là. Et c'est elle qui m'a parlé notamment d'une école qui s'appelle Bioforce, qui est en fait un institut qui forme au métier de l'humanitaire. Et elle, c'était son métier. C'est-à-dire, elle faisait pas ça bénévolement, c'était vraiment son métier. Voilà, exactement. C'était son métier. Elle s'occupait en fait de tout ce qui était admin, donc c'est les ressources humaines et la finance. D'accord. Et du coup, ça venait ponctuer aussi toute une série de choses, comme je le disais tout à l'heure, où quand on voyage et quand on essaye aussi d'aller au contact des gens, on est forcément très très exposé à leur quotidien. Et leur quotidien, c'est pas du tout des quotidiens aussi confortables que la majorité des Français, par exemple, bien qu'il y ait vraiment aussi beaucoup de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je me rappelle aussi d'un épisode que j'ai vécu sur la côte pacifique de la Colombie, où sans le savoir, je suis arrivée en fait en pleine tempête tropicale. Ouais. Donc on était vraiment dans une zone déjà très pauvre qui venait d'être libérée des FARC, qui avait été réquisitionnée donc, pour tout le trafic de cocaïne, etc. Donc c'était un peu nouveau en fait qu'on puisse s'aventurer là-bas. Moi je suis pas une grande aventurière et on m'avait dit voilà tu peux aller là-bas, etc. et tout. Et là en fait on se pointe. Là j'étais d'ailleurs avec un copain et on se pointe et là en fait c'était donc déjà ces gens n'avaient rien, c'est-à-dire qu'ils vivaient sur des cabanes en bois presque sur la plage en fait. Et là en fait il y a une tempête qui venait de tout balayer quoi. Et là je me suis dit mais ils ont tellement rien, mais comment ils vont faire ces gens? Je me suis vraiment posé cette question, donc on a commencé à essayer de donner des coups de main, à ramasser des planches de bois à droite à gauche pour essayer de Ouais. remonter avec les clous, etc. Et là, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait pas d'ONG internationale, il y avait juste en fait les gens. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi j'ai compris, et aussi en travaillant dans les ONG, c'est que les communautés ou les personnes qui vivent ce genre de choses, donc là c'est typiquement voilà, des événements climatiques ou qui vivent dans des zones de conflit,
elles n'attendent pas les ONG ou les grosses assos internationales Ouais. pour s'organiser. Elles s'organisent entre elles, quoi. Elles s'organisent entre elles et en fait, c'est ce qu'on appelle la capacité de résilience des populations. Donc, c'est comment, face à des chocs importants, comme des catastrophes naturelles ou comme des guerres, comment les gens vont s'entraider et comment ils vont réagir en fait, avec ce qu'ils ont et en fonction de de ce qu'ils ont à disposition. Et ça a été une première claque où je me suis dit, oh, ah ouais, d'accord. Donc ça, en fait, c'est possible. En fait, c'est possible de vivre comme ça. Et après, du coup, le deuxième épisode, ça a été en rencontrant Cindy, si elle m'écoute. Salut Cindy. Et là, voilà, j'ai trouvé ça génial. Et là, ça a commencé en fait à ouvrir des portes. Mais là encore, j'étais pas dans une construction de projet professionnel. C'est venu après. Et comment c'est venu justement? Alors, j'étais partie moi pour m'installer à Rio parce que j'avais envie d'une vie un peu exotique, un peu cool, Copacabana, la plage, les cocotiers. Pour t'installer pour à durée indéterminée. À durée indéterminée, c'était les JO. D'accord. Et je m'étais dit, avec du coup tout mon bagage dans le marketing sportif, etc., je vais essayer de trouver un job là-bas. Bon, je parlais pas portugais, tout ça, mais bon, c'est pas grave, j'étais pas à ce challenge près. Et en fait, il y a eu les attentats de Paris, donc novembre 2015. Et là, en fait, alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Là, il fallait que je sois près de ma famille, près des gens que j'aime. Voilà, j'ai été touchée d'assez près par des gens que je connais. Ou, voilà, ça a été, j'ai été dévastée, quoi. Et là, on peut être on peut être dans un paysage de rêve, tu vois, la plage de Copacabana, etc. Mais quand un truc comme ça se passe, c'est un gros tremblement de terre, quoi. Et donc là, j'étais en train de m'installer, hein, j'avais un appart, etc. Je suis partie en 4 jours. J'ai tout pris avec moi, je suis partie. Ah là, ça a été trop fort. Et donc là, je suis rentrée à Paris et c'était un épisode extrêmement douloureux. Et encore une fois, non seulement il y a la fameuse entre guillemets claque de retour de voyage, de tour du monde où déjà parce que là, ça faisait 16 mois, c'est ça que c'était parti. Ouais, où déjà on ne sait pas du tout quoi faire, il faut se réadapter un petit peu à la vie française, etc. Puis en plus, il y a ça par-dessus. Ça a été en fait voilà, j'en reviens au corps, hein, par exemple. Hein, là, j'ai pris 10 kilos, typiquement. Donc, tellement j'étais mal, quoi. Mal. Et puis, pas savoir quoi faire, complètement perte de repères. Et en même temps, du coup, il y avait la crise des réfugiés. On était en pleine crise des réfugiés. Donc là, on est en début 2016. Et je me revois dans mon salon, dans la maison de mes parents, parce que bien sûr, j'avais plus d'appart, à Orléans. Et je voyais en fait des images de migrants. Et alors voilà, les médias, donc pour travailler dans la com, je sais aussi comment les médias peuvent aussi pas mal manipuler l'info. Et là, je voyais ces images de migrants, tu vois. Et pour moi, les migrants, du coup, c'était une espèce de masse un peu informe, un peu sombre. C'était pas des gens, en fait. Et ils étaient un peu déshumanisés, finalement, la façon dont on parlait d'eux. Et on tirait des images comme ça, voilà, très violentes. Mais je savais pas trop quoi en penser. Je savais pas trop quoi ressentir. Et en fait, ça a été plus fort que moi. C'était un espèce d'appel très fort où je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir, il faut que je comprenne. Et donc, pareil, en 2 jours, j'ai pris mon meilleur pote, mon sac à dos. D'accord. Mon meilleur pote, le sac à dos. Et je suis partie à Calais. Et donc, je me suis pointée devant la jungle de Calais, donc un énorme bidonville. Donc, à l'époque, il y avait 4000 personnes, 4000 réfugiés. En sachant pas trop quoi faire, ni comment, mais avec cette volonté de voir de mes propres yeux. Et puis évidemment d'essayer d'être utile, c'était ça le truc qui était vraiment au fond de moi et qui vibrait, quoi. Et donc j'ai pris contact avec une petite asso locale qui s'appelle Salam, qui continue d'ailleurs à faire beaucoup de travail. Donc ça fait des années qu'elle existe, bien avant que les ONG arrivent dans le camp de Calais. Et donc là, j'ai commencé à aider, mais avec des trucs très basiques de distribution, enfin de trier des vêtements, distribuer de la nourriture. Et là, en fait, c'était un énorme choc de voir en fait, d'accord, en fait, donc cette masse informe qu'on appelle les migrants, en fait, ce sont des gens, et ces gens-là, ils sont sous mes yeux. Et donc de voir défiler tous les matins, par exemple, je me rappelle notamment d'une des premières scènes où j'ai aidé à donner un petit déjeuner. Et là, on voit défiler 2000 personnes, quoi, sous nos yeux. Et là, c'est fou. Enfin, là, de voir les gens, et donc de voir des Afghans, des Soudanais, des Irakiens, des Kurdes, des Éthiopiens. Et là, ils sont sous nos yeux. De voir des femmes, très peu, parce que généralement, elles étaient dans un quartier, entre guillemets, réservé aux femmes aussi. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'hommes.
Et donc de voir toutes ces personnes devant moi, là, ça m'a extrêmement touchée en fait. Et je me rappelle qu'à chaque fois, que je donnais quelque chose, que ce soit un vêtement ou quoi que ce soit, je les regardais dans les yeux. Parce que c'était, enfin voilà, les yeux c'est une porte d'entrée en fait à l'histoire de ces personnes. Et bien sûr, il y a la barrière de la langue. Et le deuxième truc dont je me suis rendu compte, c'est que certes, il y a la barrière de la langue, mais il y en a aussi plein qui parlent anglais parce qu'il y a aussi des gens éduqués et il y a des On ingénieurs. oublie ça Et souvent. ouais, il y a des ingénieurs, il y a des étudiants, il y a des instits, il y a des profs. En fait, et puis il y a bien évidemment des gens qui ne sont pas forcément éduqués et qui ne parlent pas anglais, voilà, des agriculteurs, des fermiers, etc. C'est comme si on prenait en fait un échantillon de la population mondiale de 3000 ou 4000 personnes et qu'on les mettait du coup dans ce camp de Calais. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc en fait ça pourrait clairement être toi ou moi demain, quoi. Oui, c'est sûr. Et là, ça a c'est été clair. une énorme claque, en fait, de me rendre compte qu'il y avait des voitures, des vendeurs de voitures de syriens, Shadi, un avocat aussi syrien, voilà, d'autres personnes, quoi, des avocats iraniens, des profs irakiens. Enfin, alors là, c'était une grosse claque parce qu'on communique pas là-dessus. Les médias communiquent pas là-dessus. Et justement, pour revenir au moment où tu es arrivé à Calais, parce que c'est un réel contraste entre ce que tu as vécu en Amérique du Sud et quand tu es arrivé à Calais, comment c'était la première journée que tu as passée là-bas, quand tu allais voir la fameuse association Salam? Comment se sont passées tes premières journées? Ça doit être quand même un vrai choc. Il faut être fort psychologiquement pour quand même vivre ça et faire face justement à cet afflux de personnes qui arrivent. C'est vrai que je me rappellerai toujours de ma première journée, quoi. C'est vraiment marqué en moi, enfin tous les odeurs, enfin voilà tout. Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait la jungle de Calais, donc c'est un camp, mais qui s'organisait comme une petite ville. Donc il y a des épiceries, il y a des lieux de culte, donc églises, mosquées, il y a des écoles. Il y avait même une boîte de nuit, Ah il y a ouais. des restos. Et en fait, encore une fois, je parlais de la capacité de résilience en fait des gens, c'est-à-dire c'est ça en fait, c'est cette capacité à recréer la vie, ce qui est un beau message ce qui est un beau message. Et ce que j'ai pu aussi voir et constater en Irak par exemple. Et donc pour revenir à ta question, je pense que j'étais pas du tout prête à vivre ce que j'ai vécu là-bas. Parce que pareil, je pensais y passer une semaine ou deux en tant que bénévole et j'y ai passé 4 mois. Et donc j'ai aussi été bénévole avec Médecins du Monde et là mon rôle c'était d'être travailleur psychosocial et donc j'allais repérer, donc je faisais des maraudes dans la jungle et donc j'allais repérer les personnes qui étaient les plus en difficulté dans l'échelle de la souffrance. Donc pour les orienter vers des services de soins Et ça, on de te santé. coach au moment où tu arrives justement pour faire ces métiers-là? Alors, avec Médecins du Monde, c'est beaucoup plus encadré parce que voilà, ils ont des méthodes effectivement très pro, donc effectivement briefing, débriefing, coaching, etc. Mais avec la petite asso du coin, non, pas du tout. Et donc, effectivement, moi, donc du coup, j'ai quand même bossé avec Salam pendant peut-être tout le premier mois. Et donc, j'étais pas du tout coachée ni quoi que ce soit. Donc là, j'avais l'impression d'être lâchée en pleine nature. Et en fait, je regrette de ne pas avoir été plus accompagnée, plus coachée parce que j'étais pas prête à être exposée à tant de souffrances. Parce que les gens se confient aussi à nous. On travaille aussi avec des traducteurs. Et donc, ils nous partagent leurs histoires de vie. Et ils nous partagent des choses qui, pour nous, sont hyper dures, quoi, très très difficiles. Donc voilà, quand par exemple avec Médecins du Monde on avait ce qu'on appelle un safe space, donc c'est un petit endroit où en fait tout simplement ils peuvent s'asseoir, boire un café, discuter avec nous ou tout simplement ne pas parler s'ils ne parlent pas anglais ou qu'il n'y a pas de traducteur. Et donc ils nous montrent par exemple, leur langage à eux c'est par exemple des photos sur leur téléphone. Et donc ils vont, je me rappellerai de ce Soudanais qui me montrait en fait sa traversée en Méditerranée et que là il est en train de me montrer ce qu'il avait filmé et c'était des gens qui étaient en train de se noyer en direct, tu vois. D'accord. Ça c'est des images personnellement que j'aurais bien évité. Pas. J'aurais préféré ne pas les voir en fait si on m'avait posé la question. Et ça, j'étais pas du tout prête en fait à ce genre d'exposition où par exemple, je me rappelle aussi d'un gamin. Le gamin en fait le plus jeune qui est arrivé tout seul dans la jungle, il avait 11 ans. Il est arrivé tout seul, il a fait tout le voyage tout seul. Donc là je pense à toutes les mamans qui nous écoutent et qui imaginent leur petit à 11 ans. Et je me rappelle de cette espèce de détermination et de rage qu'il avait dans les yeux. Et
il avait un seul but, c'était aller. Il n'arrêtait pas de répéter UK, UK, UK. C'est parce qu'on lui avait dit, et je pense que c'est certainement sa famille qui lui avait dit, tu t'arrêtes pas tant que tu n'es pas au UK, parce qu'il considérait que c'était le meilleur endroit où aller pour lui. Et on avait beau essayer de rentrer en contact avec lui, c'était UK, UK, UK. Et il avait une espèce de rage dans son regard qui était très très impressionnante. Et on ne sait pas ce qu'il a vécu ce gamin sur la route. Il vous l'a jamais raconté? Non, il ne nous l'a jamais raconté. Mais il y a eu plein d'autres histoires et c'est assez dures qui sont dans un coin de ma tête et de mon cœur et de mon corps aussi, je pense. Parce qu'effectivement, pour en revenir au corps, quand je suis partie de Calais, donc après les 4 mois, j'avais vécu un tel état de stress en fait que j'avais plein de parties en fait, notamment mon genou, mon mollet, le poignet, qui étaient complètement en état d'inflammation. Donc j'étais allée voir, moi bêtement en fait, j'étais allée voir des médecins pour faire des IRM, des radios, etc. pour diagnostiquer des espèces de tendinites, alors qu'en fait non, c'était une réaction au stress et à ce que j'avais vécu. Et en fait, il m'a fallu, en fait, donc finalement, j'ai fait tous ces examens pour rien, parce que finalement, la kiné et tout ça, ça a servi à pas grand-chose. Il m'a fallu bien 6 mois pour que je me... Ouais, C'est fou, j'intègre le en corps fait. réagit. Ah ouais, C'est dingue. Bah, d'ailleurs, le corps réagit tellement que la première semaine ou la deuxième semaine quand j'étais à Calais, j'ai fait un espèce d'énorme œdème, une inflammation énorme à l'œil, hein, qui était une inflammation en fait de la cornée. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'était, je pense, en réaction littérale à ce que j'étais en train de voir. Et voilà, j'ai terminé aux urgences. C'était sympa. Ouais. Avec mon espèce de gros bandage sur mon œil. Et mais c'est pour ça quand je parlais du corps et que le corps c'est tout et que le corps réagit, ça a été mes réactions à moi. Et donc ouais, il m'a fallu 6 mois pour intégrer et pour intégrer. Et donc tu es resté 4 mois à Calais. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu partes? Bah, c'est une bonne question. Je me suis, justement, quand je commençais à voir que j'avais une consommation aussi d'apéro qui commençait à être largement au-dessus de la moyenne, parce que c'est un peu le sas de décompression. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi le fait que ça m'a quand même conforté en fait justement dans la voie que je voulais prendre, c'est-à-dire de travailler dans l'humanitaire et donc de faire suite à... Alors juste, on est dans un parc, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit. Ne faisons pas attention. Du coup, en fait, Cindy m'avait parlé de Bioforce et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Mais avant de m'engager dans une formation ou d'autres études, je voulais vraiment expérimenter le terrain et voir si ça allait me plaire. Et donc, quand j'ai été à Calais, c'est là où je me suis dit, ok, vraiment, c'est ce que je veux faire, je veux m'engager là-dedans. Et donc, j'ai du coup passé cette formation. On va continuer quand même. Ouais, du coup, j'avais ces 3 mois de formation et donc il fallait que je prenne un peu un temps off. Et donc, j'avais ces 3 mois de formation qui commençaient de septembre à décembre. Donc, je suis partie en juillet avec l'idée de me prendre 1 mois de off entre les deux. Voilà. D'accord. Donc, ça a été aussi le moment où je me suis dit, il faut que je parte. Mais du coup, quand tu as repris tes études, parce que tu sentais que c'était nécessaire pour en faire ton métier, pour travailler justement dans le milieu associatif, de faire encore une année d'études alors que tu avais quand même un parcours professionnel. Tu avais travaillé 8 ans dans la com? Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Donc, qui était quand même assez conséquent. Tu t'es vraiment dit que c'était nécessaire de faire une année d'études supplémentaire? Alors, du coup, heureusement, c'était pas une année, parce qu'une année, ça aurait été quand même super long. C'était 3 mois et c'était très, très opérationnel et tu sais, vraiment en mode formation, très pratico-pratique. Donc ça, c'était vraiment super bien. Et en fait, j'ai été à une réunion d'information chez Médecins Sans Frontières. En revenant justement de mon tour d'Amérique du Sud, etc., où quand je savais qu'il y avait cette petite porte qui s'était ouverte, mais je savais pas trop encore bien quand et comment, etc. Et là, je me suis vraiment rendu compte que les métiers de l'humanitaire se sont extrêmement professionnalisés. Et donc maintenant, tu peux plus partir en tant que bénévole ou volontaire en n'étant pas formé. Ça, c'était le cas, mais il y a peut-être 10 ans, 20 ans. Et maintenant, c'est des vrais professionnels en logistique, en RH, finance, gestion de projet, et puis évidemment toutes les compétences techniques en nutrition, eau, santé mentale, etc. Et
Donc, tu as forcément besoin d'avoir quand même une petite formation, effectivement, ou en tout cas une expérience sur le terrain au préalable qui te permet d'intégrer une grosse ONG internationale. Et pendant ces 3 mois de formation, tu es allé sur le terrain Non, aussi? c'était Non, purement, c'était à Lyon, à Vénissieux plus exactement, dans la banlieue à donc côté tu es de Lyon. encore partie. Donc je suis encore partie. Ah ouais, j'étais en T'as mode pas arrêté. avec mon meilleur pote, mon sac à dos, ouais, je suis encore repartie. Ouais. Et ensuite, donc tu as fait donc, ton master en 3 mois et t'es parti, t'es reparti faire de l'humanitaire C'est sur ça. le terrain Ouais. grâce à Grâce à ça, ton ouais. master. Ouais, c'est ça, exactement. Et là en Donc, poste en ou... poste, et là j'ai eu vraiment une chance incroyable en fait de trouver ma première mission hyper rapidement avec Action contre la faim du coup, où là j'étais responsable finance et ressources humaines d'une base de 100 personnes dans le nord de l'Irak. Et comme j'ai un profil assez polyvalent, parce que mon cœur de compétence et mes premiers amours, ça reste la com, mais justement du fait d'avoir monté une agence, etc., j'étais aussi capable de pouvoir encadrer des équipes sur, sur tout ce qui était finance et RH. Et donc en fait, je suis partie en Irak pendant 6 mois. Et là, ça a été tout à fait encore une autre aventure. Et là, en gros, je suis arrivée, c'était un peu le croisement de deux contextes d'intervention. Il y avait le premier qui était vraiment de l'urgence pure, puisqu'on était en pleine libération de Mossoul. Donc on faisait des interventions pour donner en fait soit de la nourriture, soit de l'équipement aux personnes qui habitaient dans les petits villages aux alentours de Mossoul et qui venaient juste de se faire libérer de Daesh. D'accord. Donc ça, c'était le premier gros programme qu'on avait, donc plutôt un programme d'urgence. Et en même temps, il y avait aussi tous les camps aux alentours de Dohuk, donc notamment avec la communauté yézidi, qui elle a dû fuir, et notamment sa ville Sinjar, sa ville d'origine, donc en août 2014. Donc là, ça faisait à peu près 3 ans qu'ils étaient dans les camps. Et là, on intervenait dans ces camps-là pour faire plusieurs types de choses. Tout ce qui est donc ce qu'on appelle la WASH, donc c'est l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets. Et aussi beaucoup d'activités en santé mentale, parce que effectivement, il y a énormément de traumas à prendre en compte. Et le troisième volet super important, c'est ce qu'on appelle de la distribution de cash. Donc, c'est-à-dire que quand les marchés sont fonctionnels, quand les routes fonctionnent, en fait, au lieu d'arriver et de donner de la nourriture en fait, directement aux gens, on va donner plutôt du cash, donc voilà, du cash, du liquide, dans la monnaie locale pour que eux puissent du coup aller acheter ce dont ils ont besoin. Donc c'est bien pour l'économie locale parce que ça l'aide à un peu en starter à la refaire fonctionner, et aussi en termes de dignité parce que c'est toujours mieux d'aller quelque part et de faire la démarche d'acheter quelque chose que tu choisis. D'accord. Et ça, c'était un gros programme que j'ai géré du coup. C'est toi qui gérais la coordination de tout ça. Enfin, la partie finance et ressources humaines. Et tu allais quand même sur le terrain, justement, aider les bénévoles Mais du coup, c'était même pas des bénévoles, c'était carrément du staff. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant aussi à dire, ce à quoi je ne m'attendais pas non plus forcément en partant avec Action contre la faim, c'est que par exemple, sur 100 personnes, on n'était que 3 expats. C'est que des locaux. Ouais, exactement, c'est que des locaux. Et dans nos staffs locaux, il y a bien sûr ce qu'on appelle les communautés hôtes. Donc, c'est là où vivent, là où on est, là où les gens habitent. Donc là, notamment à Dohuk. Mais aussi les réfugiés ou les déplacés internes du pays. C'est-à-dire que dans nos staffs, par exemple, on a eu beaucoup de réfugiés syriens ou de déplacés yézidis qui travaillaient avec nous. Et donc, c'était aussi un moyen pour eux d'être une source de revenus pour leurs familles qui habitaient dans les camps, et aussi de venir en aide forcément à leurs pairs et à leur communauté. Et toi, tu travaillais 7 jours sur 7 ? Non, heureusement. T'imagines, pendant 6 mois. Le rythme est assez intense, mais moi, je travaillais 5 ou 6 jours sur 7. Et tu fais quoi dans ces cas-là, dans tes jours de repos ? Ah ouais. Parce que tu ne vas pas forcément faire beaucoup de tourisme, j'imagine. Et ça dépend, figure-toi, parce qu'il y avait quand même des zones. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'aux alentours de Dohuk, tu as quand même des zones où tu pouvais aller, et le Kurdistan, c'est juste magnifique, surtout au printemps. Donc, tout est vert, etc. Donc, il y a eu j'ai pu quand même faire quelques visites, donc notamment c'est le berceau des religions, des civilisations, donc tu vois, d'aller notamment sur
le fief religieux yézidi, j'ai oublié le nom, à La Lèche, voilà. Vraiment magnifique, un lieu chargé d'histoire, pareil sur tout le côté chrétien, enfin, donc c'était vraiment hyper intéressant. Et le côté nature aussi qui était vraiment top, donc j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir le week-end de temps en temps bouger. Et là, dans ces cas-là, t'es accompagnée ou... Ouais, t'es accompagnée. toujours. Alors attends, il y a toujours, évidemment, hein, là j'en parle comme ça, comme si je prenais une voiture et j'y allais toute seule. Non, non, il y a tout un process à bien suivre, bien sûr. Notamment les process de sécu, on demande une autorisation. Il y en a tout notre security officer qui fait tout le screening et la clearance sécu. Et après, du coup, on peut y aller avec un chauffeur, etc. etc. Parce que sinon, t'es dans une base sécurisée. Pas forcément. Alors, il y a certaines missions où ça se passe comme ça, mais là, en fait, à Dohuk, on avait des très très bonnes conditions de vie. Donc là, tu es dans ce qu'on appelle une guest house. Donc en fait, c'est une maison que tu partages avec les expats. D'accord. Et donc après, les process de déplacement dépendent du niveau de sécurité de la base. Et donc ça dépend c'est le travail de la Sécu de nous dire, par exemple, si on a le droit de se déplacer seul, de marcher, entre quelle heure et quelle heure, d'utiliser une voiture pour aller où. Voilà. Donc ça en revanche, c'est hyper... Il y a beaucoup de process. On fait pas ce qu'on veut. Et après ces 6 mois, Et ben après ces 6 mois, du coup ça a été là j'ai vu en fait sur le site internet d'Action contre la faim le poste de directeur délégué à la com. Et en fait, ça a été comme une espèce d'évidence où je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est le match parfait entre mes 10 ans de com et mon engagement humanitaire et ma volonté justement de vouloir continuer dans ce secteur-là, qui est un secteur dans lequel je me sens bien et qui me plaît et dans lequel je me sens utile. Et donc, j'ai tenté ma chance. Mais juste, comment ça se passe quand tu pars comme ça 6 mois en mission? Quand tu rentres, t'es salarié, t'es toujours salarié d'Action contre la faim ou t'es juste parti en mission de contrat à durée déterminée? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un CDD. C'est un CDD? Ouais, c'est un CDD. Tu as une mission de 6 mois que tu peux renouveler, etc. Donc en fait, tu t'es dit à la fin des 6 mois, tu rentrais sans avoir... Ah bah ouais, je rentrais, je savais pas encore, je savais pas encore bien ce que j'allais faire. Heureusement que c'est bien tombé. C'est plutôt moche, ouais, c'est super bien tombé parce que du coup le process tout s'est bien enchaîné. Ouais. J'ai pu prendre 2 mois off pour récupérer des 6 mois qui étaient quand même très très intenses aussi. Et puis commencer ma nouvelle mission. Enfin, mon job, je le considère vraiment comme une mission. Et du coup la mission que moi là du coup j'ai à la com, c'est vraiment d'alerter et de témoigner des crises. Mais pas que des crises, aussi des injustices qu'on voit nous sur le terrain. Donc c'est raconter les histoires des gens. De façon très simple, c'est ça. Raconter les histoires des gens. Nous, notre boulot en équipe, c'est ça, c'est de raconter les histoires. Des histoires parce que nous, on est acteurs de terrain, donc on assiste à évidemment beaucoup de choses. On est évidemment sollicité aussi par les médias parce qu'on est apporteur d'informations de première main. Et donc, nous, à la com, c'est vraiment ça, c'est apporter cet éclairage sur ce qui se passe sur le terrain et faire en sorte de travailler et sur nos réseaux à nous, nos réseaux sociaux, notre site, etc. Mais aussi à travailler avec les médias parce qu'on est bien plus fort avec un impact, enfin avec les médias en termes d'impact, pour raconter au mieux les situations de ces pays. Et justement, je trouve que Action contre la faim a une communication assez différenciante des autres, notamment j'ai vu votre communication sur Combini. Un reportage qui a été fait et pareil vous communiquez pas mal sur Instagram. Ça, c'est toi qui as mis en place ce mode de communication là? Alors c'est un travail collectif, oui. Mais ça fait partie effectivement de la volonté justement parce qu'en fait l'équipe com s'est beaucoup renouvelée, donc on est une équipe, on est une super équipe. S'ils écoutent, je les embrasse. Voilà, moyenne d'âge 27 ans, donc c'est moi la doyenne qui doit faire chuter la moyenne d'âge sévèrement. Mais en fait du coup ça fait vraiment partie de la volonté justement de rajeunir un petit peu cette prise de parole et de pas être dans l'informatif, de pas être sur une communication top-down et d'expliquer aujourd'hui nous avons fait ci, nous avons fait ça, mais vraiment de communiquer sur des histoires de vie, des histoires de vie et des histoires de vie. Et donc Instagram, c'est un média fabuleux pour ça parce que ça nous permet justement, notamment avec les stories, de montrer un petit peu ce qui se passe, j'allais dire en mode un peu coulisses. Quand je dis coulisses, c'est-à-dire coulisses de nos missions humanitaires. C'est qu'est-ce qui se passe, comment c'est organisé.
etc. Et donc on a vraiment cette volonté de travailler ce format story qui pour nous est super intéressant, c'est-à-dire de raconter des histoires positives parce qu'il y a aussi des belles choses qui se passent et nous on en est convaincus tous les jours. Et je parlais de la capacité de résilience des gens et puis aussi de beaux programmes qu'on monte. Et on est intimement convaincus de l'impact de nos actions et de la nécessité de soutenir nos programmes chez Action contre la faim. Où par exemple, notamment, là, on va avoir une séquence de com qui va commencer sur l'Irak, où on a permis à des réfugiés yézidis, mais pas que, c'est-à-dire aussi aux locaux, d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à des programmes de stage. Et en fait, on a proposé un programme qui s'est un peu substitué au Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas de Pôle emploi là-bas. Et ça a été un super succès. Et je connais plus les chiffres par cœur, mais il y a à peu près 400 personnes qui ont pu y participer, avec de réels résultats, de personnes qui ont trouvé un boulot juste après. Et voilà, on fait aussi ça, Action contre la faim. Et ça, vous voyez un impact direct, du coup, sur la collecte de dons de vos campagnes médias? Ouais, alors là, c'est vrai qu'on a énormément besoin du soutien des gens, c'est indispensable pour nous pour pouvoir continuer à faire nos actions. Et effectivement, plus on communiquera sur le résultat de nos actions, et plus ça ira, ça engagera les gens et ça ira vers un cercle vertueux et ils auront envie de nous soutenir. Donc c'est effectivement le genre de com vers laquelle on doit aller de plus en plus. Et justement, comment vous faites pour prioriser vos actions médiatiques? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux en cours. Comment vous faites pour dire, bon, ok, cette semaine-là, on va prioriser ce qui s'est passé depuis un an. Là, en ce moment, c'est en ligne, la crise des Rohingyas. Le mois d'après, ça va être ce qui se passe au Yémen. Voilà. Comment est-ce que vous priorisez vos actions? Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets et c'est vrai que c'est pas évident de prendre la parole sur tout et on ne peut pas prendre la parole sur tout. Donc il y a plusieurs critères. Il y a d'abord tout ce qui est temps fort, donc c'est les rendez-vous fixes. Donc par exemple la Journée mondiale de l'alimentation, c'est un temps fort très très important pour nous, comme la Journée mondiale de l'eau. Donc là, on prévoit des coms spécifiques. Il y a aussi tout ce qui est les tristes anniversaires des conflits, donc par exemple les 1 an des Rohingyas. Ouais. Donc ça drive aussi notre agenda. On fait aussi en fonction de l'agenda médiatique pour être fournisseur justement d'infos qui puissent intéresser les médias. Mais on ne peut pas se caler que en fonction de l'agenda médiatique parce qu'on c'est aussi dans notre rôle à nous de parler des crises dont personne ne parle, où justement c'est super dur de générer l'attention des médias et c'est exactement ce qui s'est passé avec Combini. Et c'est grâce donc notamment à France Inter qui a été d'abord un des premiers à partir avec nous sur le terrain et ensuite effectivement à proposer un sujet qui a donné l'idée à Combini de partir faire leur propre sujet, qu'on a pu parler de la crise des Kasaï dont personne ne parlait depuis des mois et des mois, alors même que on essayait d'émerger sur nos réseaux, mais malheureusement nous tout seuls on a un impact limité. On est bien plus fort effectivement avec la résonance de médias comme Brut, comme Combini, comme France Inter, etc. Et vous continuez d'aller sur le terrain justement? Ah ouais, c'est indispensable. Justement, ça fait partie de vraiment notre cœur de mission à la com, d'aller directement sur le terrain, de pouvoir proposer parfois à des journalistes ou pas de nous accompagner sur notamment des endroits un petit peu sensibles où il est difficile d'aller et nous on peut avoir des accès. Et donc ça fait partie justement là la semaine prochaine où je dois voir avec l'équipe de nos chargés de com le calendrier 2019, comment ce qu'on prévoit, où on va, etc. pour parler de quoi. Tu pars à peu près combien de fois par an sur le terrain? Alors, moi, j'y vais de façon très très ponctuelle. Là, comme je venais de rentrer d'un gros périple cette année, j'y suis pas allée, mais effectivement, je vais être sur un rythme plutôt de 1 à 2 fois maximum, puisque c'est plutôt les chargés de com, donc c'est vraiment la fiche de poste et la mission de partir, aller à la rencontre des gens et recueillir leurs histoires. Est-ce que ça fait combien de temps que tu es directrice de la communication, que tu as eu ce poste-là? Ça va faire 1 an au mois de novembre. D'accord. C'est bien. Ouais, c'est chouette, j'adore, je suis passionnée. Franchement, je prends énormément de plaisir. Je suis très contente. Je trouve que Action contre la faim fait vraiment. Je suis très fière en fait des histoires qu'on raconte. Je trouve que, je crois beaucoup en nos actions, avec évidemment tous les challenges et toutes les limites que ça implique. Et on se pose des questions tous les jours, justement sur si on recrée un Action contre la faim là aujourd'hui, parce qu'on va avoir 40 ans l'année prochaine.
qu'est-ce qu'on changerait, qu'est-ce qu'on apporterait comme changement, etc. C'est des questions en fait. On discute beaucoup en fait avec l'équipe com, et pas qu'avec l'équipe com d'ailleurs, avec tous les salariés, parce que c'est des gens engagés, les gens qui travaillent chez Action contre la faim. Donc il y a forcément une part d'eux en fait qui doit être nourrie et qui croit en ce combat. Et ça rend l'aventure passionnante. Et après, il y a un peu le revers de la médaille où justement ça reste une grosse maison avec beaucoup de process, et moi qui viens d'un milieu start-up, Ouais. T'avais pas l'habitude. ouais, parfois il peut y avoir des parts de frustration où là notamment là, il y a un de nos photographes qui devait partir justement sur une de nos missions ce week-end, la mission m'a appelé tout à l'heure pour annuler le déplacement et reporter certainement au mois prochain ou dans 2 mois. Donc ça, c'est des parts de frustration, mais qui font partie de la vie des missions où on ne maîtrise pas tout, et parfois, ça arrive. J'avais une question un peu plus personnelle qui est sur l'aspect financier. Parce que du coup, quand tu avais ta start-up, tu gagnais très bien ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu tes ressources qui ont été moins élevées? Comment est-ce que ça se passe financièrement pour toi? Alors, je gagnais très bien ma vie, c'est vrai. Et aujourd'hui, je vis aussi très bien. Ça, c'est aussi un message que je veux bien faire passer. Ouais. C'est-à-dire que dans les ONG, comme on demande de plus en plus de gens avec des compétences évidemment très techniques et professionnelles, il faut aussi être compétitif en fait. Alors, ça sera jamais les salaires du privé, ça c'est sûr. Je pense qu'en moyenne, on est bien à du 30 à 40% moins élevé, Ouais. selon les postes, à niveau de responsabilité, à niveau de poste égal. Moi, là où ça a été un gros choc, c'est quand je suis partie. Effectivement, je gagnais bien ma vie, et en fait, je me suis retrouvée en l'espace de quelques années à vivre avec 500 euros. Ouais. Et à devoir faire attention à ce que j'achète, aller faire les courses chez Lidl au lieu d'aller au Monop. Les déplacements en taxi, tout ça, c'était terminé. Enfin, il y a eu tout un mode de vie qui était à revoir. Mais c'est marrant parce qu'en fait, un jour, je me rappelle avoir lu une étude en disant voilà, les Français en dessous du seuil de pauvreté, et je me suis rendu compte que j'en faisais partie. Sauf que je m'étais jamais considérée en fait comme ça, parce que c'était pas l'image que j'avais en fait de ma vie. Et finalement, je dis ça avec la grande chance que j'ai, c'est que j'avais juste, je devais m'occuper que de moi. J'étais pas avec ni une famille ni des petits, parce que ça changerait tout dans la donne aussi. Parce que je me suis permise de poser cette question, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de personnes dire bon bah voilà, quand on travaille dans l'humanitaire, on gagne forcément moins bien notre vie, et je pense que ça peut faire peur à beaucoup de personnes qui aimeraient faire ça, mais qui ont peur de diviser leur niveau de vie par 2, quoi. Donc tu es un bon exemple de dire bah ok, j'avais un super boulot, mais maintenant j'adore ce que je fais, et quitte à moins bien gagner ma vie, mais en restant en ayant un niveau de vie qui reste quand même j'ai un niveau de vie très, très correct. J'ai un niveau de vie qui reste quand même très correct. J'en ai acheté un appart. Alors, félicitations. Merci. pas avec les sous d'Action contre la faim. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, effectivement, c'est possible. Et je comprends en fait que cette peur de changer de mode de vie, et aussi cette peur du confort, enfin de lâcher un certain mode de confort, c'est tout à fait légitime. Mais moi, en fait, je me suis sentie tellement libérée quand j'ai quitté mon appart et que j'ai tout donné en fait à mes frères et sœurs, la télé, l'écran plasma, le four, le machin, le truc, en fait tout ce qui représentait un attachement matériel. J'ai été extrêmement, ça a représenté pour moi en fait une espèce de libération, et ça a été un moment extrêmement fort aussi pour moi, ça, tu vois, de se libérer en fait de tout ça, parce que tu t'aperçois finalement, du coup, ça c'était juste avant que je parte voyager en Amérique du Sud, etc. Ouais. Et en fait tu t'aperçois le bonheur, enfin encore une fois c'est super bateau, mais le bonheur c'est pas ça. Le bonheur c'est pas ça. Et donc en fait ce qui a vachement changé, c'est que certes je gagne moins, mais j'ai besoin de moins de choses. J'ai vraiment besoin de moins de choses. Évidemment, les besoins primaires resteront toujours là, tu vois, avoir un toit, se sentir bien, avoir suffisamment d'argent pour manger, évidemment, puis aussi pour kiffer. Enfin voilà, on travaille beaucoup, donc c'est normal, ça c'est humain. Enfin, ça restera. Voilà, c'est pas parce qu'on traite de sujets graves toute la journée qu'on va se mettre, à avoir un mode de vie complètement déconnecté de la société dans laquelle on vit là maintenant tout de suite à l'heure actuelle, qui est une société parisienne, quoi, française et parisienne. Mais tu vois, le gros changement par rapport à avant, c'est que je me contente de vraiment beaucoup moins de choses, quoi.
C'est une belle leçon de vie. Ouais. Ouais, c'est sincère en plus. Et les dernières questions un peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Alors, il y a des personnes qui m'ont inspirée, ouais, carrément. Alors, il y a ma mère. Ouais, il y a ma mère. Il y a des personnes qui ont eu des phrases qui, à un moment donné de mes rencontres, en fait, ont eu un espèce d'effet, tu sais, d'effet déclic. Il y a eu cette Cindy sur cette île à Rio qui a Ouais. été voilà la première. Le déclic. Ouais, le qui t'a- premier ouais. déclic. Effectivement, où je me suis dit, mais cette nana, elle est juste géniale. Et elle avait une telle humilité quand elle en parlait que je me suis dit, mais attends, elle revient de Syrie, elle parle comme ça. Je veux dire, c'est dingue. En fait, ça a été la petite graine de la curiosité. Après, quand je suis revenue en France, j'étais toujours dans cette logique de vouloir partir. Moi ce que j'aime, c'est l'aventure, hein. Comme tu l'as compris. Moi, c'est un truc, c'est une composante chez moi. Je fais des choses que j'ai jamais faites avant. Ça, je pense que c'est un truc, c'est écrit dans ma vie. Et de toute façon, quand j'étais petite, j'avais un seul rêve, c'était d'être pèlerin. Donc le voyage et l'aventure, c'est un truc, je suis une pure Sagittaire, c'est en moi, quoi. Et donc j'avais ce truc de vouloir repartir à tout prix pour découvrir ce qu'était une mission humanitaire. Et ma maman, que j'embrasse aussi, qui m'a dit en fait, qui travaille dans le social depuis 40 ans, qui m'a dit mais tu sais Lucie en fait pour voir en fait la face cachée de la société, t'as pas besoin de partir en Afrique ou je sais pas où. Et elle c'est son métier depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle a fait plein de choses. Elle travaille à la CAF et elle a monté notamment des épiceries sociales. Et là, elle travaille de toute la coordination des centres sociaux. Donc voilà, de travailler avec les gens aussi en vulnérabilité, mais pas que, quoi, et de créer du lien social. C'est vraiment ça, en fait, son fil rouge. Pendant 40 ans, ça a été de créer du lien social avec toutes les communautés qui vivent en France. Et donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, elle a raison. Et c'est là que j'ai aussi décidé de partir à Calais. Et une troisième personne, du coup, c'est Magali. Et Magali, elle a eu un peu le même parcours que moi. Elle est un peu plus âgée que moi. Ça, je pourrais un peu la considérer un peu comme une grande sœur, en fait. Elle a travaillé aussi, pareil, 20 ans ou 15 ans dans le privé. Et puis, pareil, elle a fait Bioforce aussi. Elle est partie aussi sur le terrain. Tu l'as rencontrée à Bioforce? Et non, en fait, je l'ai rencontrée dans ma toute première. J'étais toute jeune professionnelle, quoi, dans ma toute première agence de com quand j'avais genre 26 ans ou 27 ans, en sachant pas du tout. Donc là, on s'est rencontrés dans un cadre vraiment, voilà, presse, reco, festival de musique pour nos clients, type Coca-Cola, etc. Je n'avais aucune idée que des années plus tard, j'allais la revoir et qu'elle allait m'expliquer qu'elle revenait de mission du Cameroun et qu'elle avait fait ci, ça, et que voilà, les conseils qu'elle me donnait pour y arriver, c'était tac, tac, tac. Donc voilà, la vie est juste fantastique et géniale, quoi. Voilà. Donc je pense que ces trois rencontres-là ont été extrêmement structurantes. Est-ce qu'il y a des livres, pareil, qui t'ont inspiré, que tu recommanderais? En fait, il n'y a pas vraiment de livre, quoi. Pour moi, ça a vraiment été. En fait, pour moi, enfin voilà, mon livre, en fait, c'est les rencontres que j'ai pu faire pendant mes voyages. Et c'est vraiment les histoires de vie, vraiment les histoires de vie, voilà, de cette petite ado bolivienne qui me parlait en espagnol dans un petit bus où on allait au fin fond de la montagne et qui me racontait ce qui se passait à l'école, tu vois, Alexis, le chef de communauté du village détruit sur la côte pacifique de Colombie, qui racontait qu'il ne savait pas comment il allait aider sa communauté pour reconstruire, pour reconstruire tout ça. Aussi, voilà, toutes les personnes avec qui j'ai pu partager aussi des quêtes un peu plus spirituelles, un peu plus profondes, justement, sur le sens de la vie. Voilà, tu vois, cet oiseau qui passe au même moment et qui est juste, qui est juste sublime, quoi. Et en fait, c'est plutôt ça, en fait, moi, qui a été mon fuel au quotidien, quoi. Et pour terminer, en gros, il y a beaucoup de gens qui voudraient, je pense, aider, se lancer dans l'humanitaire, dans le milieu associatif, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? En fait, déjà, je pense que je leur conseillerais par essayer de trouver quelle est la cause qui leur parle. Parce qu'il y a plein de choses qui existent, donc ça c'est génial. Et donc ça serait de bien identifier, ok, moi Lucie, moi Sarah, qu'est-ce qui me touche ?
qu'est-ce qui me touche personnellement? Est-ce que c'est la cause des femmes? Et puis alors, de quoi on parle? Est-ce que, je ne sais pas, moi, c'est les femmes, par exemple, dans le même immeuble que Action contre la faim, il y a une asso qui s'occupe d'aider les femmes après 45 ans à trouver, d'aider les femmes au chômage après 45 ans à retrouver une situation professionnelle parce que c'est la catégorie la plus touchée par le chômage. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les femmes qui viennent d'arriver en France? Est-ce que c'est la cause des réfugiés? Est-ce que c'est complètement autre chose? Là, il y a plein de causes différentes. Après, ce que je conseillerais du coup, c'est de voir en fait ce que tu es prête à faire. Que ça soit d'un point de vue en fait bénévole ou un peu plus on va dire professionnel si c'est le projet, et de tout de suite se renseigner avec une branche locale ou des assos qui ont voilà, comme par exemple la Croix-Rouge. Moi je sais que je m'étais renseignée, j'avais fait les maraudes du SAMU social avec la Croix-Rouge parce que justement j'avais toujours guidée par ce truc d'aller d'essayer d'aller aider en fait, peut-être que le parc ferme, d'aller aider en fait les gens en difficulté. Et donc moi ce que je conseille c'est vraiment d'avoir un ancrage très local et d'aller tout de suite au contact des assos et pour voir quelles sont les différentes actions qu'ils peuvent proposer. Et chacun fait à la hauteur de ses moyens, et si c'est une journée par mois, c'est déjà beaucoup, je trouve. Voilà, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Et après, donner du temps. Ouais, donner du temps. Et après, si c'est se professionnaliser, c'est le réseau. Le réseau. Ok, très bien. Bon, alors on se fait, littéralement virer du parc. Merci beaucoup, Lucie, en tout cas, pour ton temps. Merci beaucoup. Super. C'est une très belle leçon de vie. Merci, Sarah. Salut. Merci à tous pour votre écoute et un grand merci à Lucie d'avoir pris le temps de partager son parcours. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes missions d'Action contre la faim, n'hésitez pas à vous rendre sur www.actioncontrelafaim.org. Tous les détails sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram caféine-du6 podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouvelles conversations.